le fonds de roulement normatif. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, pour développer ce cours, nous allons faire d'abord une introduction, bien entendu, présenter le principe. Ensuite, je vais vous donner le modèle du BFR normatif. Ensuite, comment on le calcule. Et enfin, un commentaire sur le BFR normatif. Alors, je vous rappelle le mode de calcul du BFRE. Alors, BFRE, besoin en fonds de roulement d'exploitation, d'accord? Alors, je vous rappelle, on l'avait vu notamment lorsqu'on avait étudié le bilan fonctionnel, etc., que le BFR normatif, c'est, pour faire simple, alors le BFRE, c'est les stocks plus les créances d'exploitation moins les dettes d'exploitation. On est bien d'accord? D'accord? C'est bien ça le principe. Alors, pourquoi on ne peut pas, normalement, intellectuellement, se contenter de cette façon de calculer le BFR tel que je vous l'ai appris lorsqu'on a fait le cours sur le bilan fonctionnel, entre autres? Eh bien, vous allez comprendre, c'est tout simple. C'est que le BFR calculé de cette façon, stock, on fait simple, plus créances, moins les dettes. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est vrai arithmétiquement? Il n'y a rien à dire. C'est vrai, mais c'est vrai quand? C'est vrai avec les chiffres du bilan qui est établi, par exemple, au 31-12N. Est-ce que c'est tout le temps vrai tout au long de l'année? Est-ce que vous comprenez ça? Non, par définition, j'espère que vous le comprenez. Les stocks ne sont pas les mêmes constants toute l'année, les créances ne sont pas constantes toute l'année, et les dettes fournisseurs ne sont pas constantes toute l'année. Or, nous venons de calculer un BFR, d'un point de vue, j'allais dire, traditionnel, à une date précise, avec ce qu'il y avait au bilan à cette date-là. Et nous, on a, rappelez-vous, travaillé là-dessus pour en tirer des conclusions sur la comète, pour savoir l'incidence sur la trésorerie nette, etc., etc. C'est vrai, arithmétiquement, je répète encore une fois, il n'y a rien à redire à ça. Le problème, c'est que ça évolue dans le temps. Donc, on a inventé ce qu'on appelle le BFR normatif. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le BFR normatif? On va intégrer les mêmes éléments, si vous voulez, que dans un BFR normal, sauf qu'on va raisonner sur des moyennes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour faire simple pour l'instant, des stocks moyens, des créances moyennes, des dettes moyennes. Et donc, du coup, c'est plus près de la vérité que le BFR. Quand je dis c'est plus près de la vérité, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Je dis c'est plus près de la vérité en moyenne. Par contre, le BFR traditionnel, c'est le vrai BFR calculé arithmétiquement à une date précise, bien entendu. Alors, le principe du BFR normatif, donc pour chaque composante du BFRE, on va calculer un délai moyen et un coefficient de pondération qu'on appelle aussi un ratio de structure ou un coefficient de proportionnalité. D'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord que les postes d'actifs constitueront ce qu'on appelle des emplois, bien entendu, et les postes de passifs, des ressources. Mais ça, c'est pas un scoop quand on est en DCG, mademoiselle, après plusieurs centaines d'heures de comptabilité dans votre vie d'étudiante. Donc, d'autre part, chaque emploi ou ressource sera égal au produit de son délai par son coefficient. Alors, vous allez voir dans un tableau, ça veut dire quoi? Dans une première colonne, on va mettre les éléments qui rentrent dans le calcul du BFRE en emploi, en ressources. Pour chaque élément, il y aura une colonne délai, une colonne coefficient, et il faudra multiplier l'un par l'autre, tout simplement. On est d'accord sur le principe. Vous allez voir avec ce modèle. Alors, à titre pédagogique, ici, bien sûr, je l'ai séparé en deux, c'est-à-dire que j'ai mis d'un côté, vous voyez, les emplois, et en dessous les ressources. Normalement, vous le faites dans la même page, bien entendu. Alors regardez bien, vous allez retrouver, bien sûr, dans le BFR, exactement ce que nous avions dit la dernière fois. Regardez bien, les stocks, sauf que là, vous voyez, on a identifié chaque catégorie de stock. Matières premières, marchandises, produits finis, produits en cours. Ensuite, des créances clients. Vous voyez, j'ai mis des clients A, j'ai mis des clients B exprès. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. La TVA déductible, et j'ai mis acompte sur salaire si c'est payé avant le 15 du mois, l'acompte. Ça, c'est pour le total A. Regardez bien, on va calculer les délais pour chaque élément qui compose le BFR. On va calculer les pondérations pour chaque élément qui compose le BFR. On multipliera l'un par l'autre et ça va nous donner des emplois. On y reviendra tout à l'heure, mais tout de même, je veux que vous compreniez que le total A, ce que vous allez trouver là, le chiffre que vous allez trouver, écoutez bien, ce sont des jours de chiffre d'affaires hors taxe. Donc le chiffre que vous avez là, ça sera le total des emplois. C'est pas des kilos, c'est pas des mètres cubes, c'est pas des mètres carrés, d'accord? C'est pas des euros,
ça sera des jours de chiffre d'affaires hors taxe. Vous me suivez? Regardez du côté des ressources. Vous voyez que le tableau est exactement le même. Délai, coefficient, et je multiplie l'un par l'autre. Ensuite, j'ai toutes les catégories de fournisseurs. Ici, je vous ai mis à titre pédagogique, matières premières, marchandises, matières consommables, distribution, charges diverses, production, etc., etc. À compte sur salaire après le 15 du mois, le salaire net, les charges sociales, salariales et patronales, la TVA collectée, ça me donne le total B. Regardez bien, le total B, qu'est-ce que ça va être? Les ressources en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Vous vous souvenez ce que c'est que le BFR? C'est bien l'actif circulant, moins la partie le passif circulant. Le BFR, ça sera ici, le total A, ici, les emplois, moins le total B, les ressources. Est-ce que vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que ça va vous donner? Un BFR exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe, tout simplement. On est d'accord sur le principe? D'accord? On va le voir par la suite. Alors maintenant, le calcul du BFR normatif. Alors là, il faut reprendre chaque élément et on va raisonner d'abord sur les délais et ensuite sur les coefficients, comment on fait pour chaque délai et chaque coefficient de chaque poste. Alors, le délai des stocks de matières premières. Alors, je vous préviens tout de suite, alors là, c'est des formules et des formules et des formules. Encore une fois, désolé, il faut les apprendre. Alors, vous me dites, mais c'est impossible à apprendre tout ça. Dans ces cas-là, on fait autre chose dans la vie que passer un DCG. D'accord? On fait autre chose, on fait de la peinture sur soie, on fait du macramé, ce qui est très intéressant, mais pas pour le DCG. On est d'accord? Donc, le délai des stocks de matières premières, D égale le stock moyen de matières premières divisé par le coût d'achat hors taxe des matières premières consommées, le tout multiplié par 360 si on veut l'avoir en jours. Si on vous demandait en mois, à la limite, vous multipliez par 12, on est bien d'accord. OK? Évidemment, je ne veux pas vous laisser au milieu du bois tout seul, au milieu des loups. Je vous donne la définition d'un stock moyen et je vous donne la définition d'un coût d'achat hors taxe des matières premières consommées. Bien entendu, le stock moyen, stock initial plus stock final divisé par 2. Ça va? Vous me suivez? Le coût d'achat hors taxe des matières premières consommées, je vous rappelle que ça, dans le premier cours de l'année, nous l'avions vu dans les SIG, puisque le coût d'achat des matières consommées, c'est bien les achats de matières premières, plus, j'ouvre la parenthèse, la variation des stocks de matières premières, sachant que celle-ci peut être positive ou négative, on est d'accord. Pour les marchandises, regardez, c'est exactement le même principe, le délai, stock moyen de marchandises, divisé par le coût d'achat hors taxe des marchandises vendues, multiplié par 360. Le stock moyen de marchandises, on ne va pas y revenir, et le coût d'achat hors taxe, vous le connaissez aussi, c'est les achats de marchandises plus la variation du stock de marchandises. Pour les produits finis, là c'est un tout petit peu plus complexe. Pour les produits finis, le délai, c'est le stock moyen de produits finis divisé par le coût de production hors taxe des produits finis vendus. Le tout multiplié par 360. Vous voyez que tout est important, les mots. Bon, le stock moyen de produits finis, stock initial plus stock final divisé par 2, OK. Mais regardez bien ce que j'ai écrit ici. Le coût de production hors taxe des produits finis vendus. Je vous donne la définition des coûts de production hors taxe des produits finis vendus. Je vous dis, c'est le coût d'achat des matières premières consommées, plus les charges de production hors taxe décaissées, hors taxe décaissées. Parce que je vous rappelle que le BFR me sert à trouver la trésorerie, l'argent. Donc je ne veux, moi, là-dedans, que ce qui se traduit par de l'argent, j'y reviens, moins, j'ouvre la parenthèse, la production stockée, moins la production immobilisée. Ça, c'est le coût de production hors taxe des produits finis vendus. Alors, pourquoi j'insiste sur les charges de production hors taxe décaissées? Mais parce que dans un énoncé, ils peuvent être assez vicieux. Ils peuvent vous donner, dans les charges de production, par exemple, évidemment, les amortissements liés à la production. Je vous rappelle que les amortissements, bien sûr, sont des charges de production. Le problème, c'est que ce n'est pas décaissable. Donc, dans les charges de production hors taxe, je n'intègre pas surtout les amortissements. Ensuite, je retire la production stockée et la production immobilisée. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est le coût de production hors taxe des produits finis vendus. Donc, la production stockée, par définition, elle n'est pas vendue. Et la production immobilisée, par définition, elle n'est pas vendue. Voilà pourquoi je la retire, en fait,
des achats de matières premières consommées et des charges de production, puisque vous êtes d'accord, dans le coût d'achat des matières premières consommées et dans les charges de production, à l'intérieur, il y a ce que j'ai dépensé pour faire de la production stockée et il y a ce que j'ai dépensé pour faire de la production immobilisée. Voilà pourquoi je le retire. Pour les stocks de produits en cours, il y a deux cas de figure, mais ça revient au même, je parle des délais, on est bien toujours dans les délais. L'énoncé donne directement le délai des produits en cours. À ce moment-là, on vous dit le délai des produits en cours, c'est 15, c'est 20, c'est 12. Vous prenez 15, 20 ou 12. Il y a un deuxième cas où on vous dit l'énoncé parle d'une durée du cycle de fabrication. Oui, l'énoncé ne vous dit pas vicieusement le délai des produits en cours, c'est 12. L'énoncé vous dit la durée du cycle de fabrication, c'est 12 jours. Dans ce cas, c'est cette durée qu'il faut considérer comme étant la durée liée aux produits en cours. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Le délai des créances clients. Alors, premier cas, donc qui n'arrivera pas à l'examen tellement c'est simple, tous les clients règlent leurs créances clients dans le même délai. Dans ce cas-là, D, c'est créances clients et comptes rattachés du bilan comptable, le tout divisé par le chiffre d'affaires TTC total, multiplié par 360. Petite remarque, j'ai bien dit divisé par le chiffre d'affaires TTC. Alors pourquoi chiffre d'affaires TTC? Mais parce que les clients, par définition, sont TTC. Il faut comparer ce qui est comparable. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi j'insiste? Oui, parce que dans un compte de résultat, le chiffre d'affaires, il est hors taxe. Et bien sûr, au stade où vous en êtes de la comptabilité, vous savez que comment on fait pour passer d'un montant hors taxe à un montant TTC, quand même. Au bout de 20 ans de comptabilité, ça devrait commencer à venir. Deuxième cas, les créances clients, les clients règlent leurs créances à des dates différentes. Alors, je vous donne un premier exemple. Alors ça, j'attire votre attention là-dessus, parce que là aussi, c'est tout bête, ça peut tomber dans un examen, mais au début, il y a certains éléments que ça va vous poser problème. On vous dit par exemple, les créances sont payables à 10 jours fin de mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, premier exemple, je vais le faire comme ça, les créances sont payables à 10 jours fin de mois. Deuxième exemple, les créances sont payables à 10 jours. Troisième exemple, les créances sont payables le 30. Quatrième exemple, les créances sont payables 30 jours fin de mois le 10. Alors le problème, c'est qu'il faut me calculer, il faut me trouver les délais à chaque fois. Et puis ensuite, on a un autre exemple où, cette fois-ci, je vous dis 10% des clients règlent comptant, 30% à 20 jours et 60% à 40 jours. Le problème, c'est de me trouver le délai dans ces cas-là. Alors, on va reprendre chaque élément. Exemple 1. Créance payable à 10 jours fin de mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit la date de la facturation dans le mois, le client ou les clients vous paieront 10 jours après la fin du mois. Conséquence, le délai moyen, là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que ça fait 15 plus 10? Pourquoi 15? Parce que, en moyenne, sur un mois, ça fait 15 jours de délai. Je ne comprends pas ces 15 jours. Je vais prendre 3 clients. Un client à qui je vends quelque chose le 1er du mois. Un client à qui je vends quelque chose le 15 du mois. Un client à qui je vends quelque chose le dernier jour du mois. 3 clients. Regardez bien, en termes de délai, si je me situe jusqu'à la fin du mois. Premier client, il y a combien de délai? 30 jours. Deuxième client, il a combien de délai? 15 jours. Troisième client, il a combien de délai? 0 jour, puisque c'est le dernier jour. Conséquence, en moyenne, ça fait combien? 30, plus 15, plus 0, donc 45, divisé par 3 clients. Ça fait 15 jours. 45 divisé par 3. Ne vous précipitez pas sur vos machines. 45 divisé par 3, ça fait 15. On est d'accord? En fait, ça, c'est quoi? C'est le résultat si je fais 30 plus 29, plus 28, plus 27, plus 26, etc., plus 4, 3, 2, 1, 0, je divise par 30, et bien ça fait 15. D'accord? C'est peut-être un scoop, mais c'est comme ça. D'accord? Donc, créance payable à 10 jours fin de mois, le délai, c'est 15 plus 10. Créance payable à 10 jours. J'espère que vous comprenez que là, le délai, c'est 10. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que quelle que soit la date de la facturation dans le mois, les clients vous payent dans 10 jours. On vous dit maintenant, créance payable le 30. Est-ce que vous êtes d'accord que le délai, donc dans ce cas-là, c'est 15? Pourquoi? Parce que ça veut dire, quelle que soit la date de facturation dans le mois, le client paye à la fin du mois, le dernier jour du mois. Donc en moyenne, ça fait bien 30. Celui qui est un peu particulier, je le reconnais volontiers, c'est l'exemple 4.
Créance payable, 30 jours, fin de mois le 10. Ouh là là. Alors ça, c'est quelque chose qu'on emploie dans certains secteurs d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Créance payable, 30 jours, fin de mois le 10. Ça veut dire que, quelle que soit la date de facturation dans le mois, le client, on lui donne un mois supplémentaire, d'accord, plus 10 jours supplémentaires encore. Conséquence, délai, sur le mois, en moyenne, ça fait 15, le mois supplémentaire, ça fait 30, et 10 jours en plus. Donc, ça fait 15, plus 30, plus 10, 45, donc plus 10, ça fait 55 jours. Si j'avais dit 30 jours, fin de mois, le 12, ça faisait 15, plus 30, plus 12. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Ensuite, l'exemple 5, 10% des clients règles comptant, 30% à 20 jours et 60% à 60 jours. Alors là, écoutez-moi bien, ce que je veux que vous fassiez, c'est dans le tableau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez vu que j'avais mis créance client A, puis en dessous créance client B. Eh bien là, vous ferez la même chose. C'est-à-dire qu'ici, je vous donne quoi? Des gens qui payent comptant, des gens qui payent à 20 jours, des gens qui payent à 40 jours. Et vous écrirez comme ça, créance client à 0 jours, en dessous créance client à 20 jours, et ensuite créance client à 40 jours. D'accord? Et les délais, vous ferez comme ça, 0, puisque celui qui paye comptant, il n'y a pas de délai. D'accord? Là non plus, ça ne doit pas être un scoop. Délai des clients qui payent à 20 jours, délai c'est 20, et en dessous, délai qui paye à 40 jours, des clients qui payent à 40 jours, c'est 40. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez me dire, et qu'est-ce que je fais des coefficients? Les pourcentages. Eh bien, les pourcentages, on les appliquera sur les coefficients dont nous parlerons tout à l'heure. On est d'accord? Le délai maintenant de la TVA déductible. Alors le délai de la TVA déductible, c'est très simple. Le délai de la TVA déductible dépend de la date à laquelle vous payez la TVA. Je vous rappelle que la TVA est calculée à la fin d'un mois, vous êtes d'accord, et elle est payée le mois suivant. D'accord. Donc si on vous dit la TVA est réglée, je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'ai donné comme exemple, le 24 de chaque mois. Est-ce que vous êtes d'accord que le délai, c'est 15 plus 24, ça fait 39? Ne me dites pas ça fait 24, ne me dites pas ça fait 12. Pourquoi? Pour comprendre ça, c'est très simple. Imaginez que votre entreprise, vous la créez le 1er janvier. Est-ce que vous êtes d'accord que la première fois que vous allez payer de la TVA, pour faire simple, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis c'est tous les 24 du mois, c'est pas le 24 janvier que vous allez payer de la TVA la première fois, c'est forcément le 24 février. Pourquoi? Je vous rappelle que quand même vous êtes en comptabilité, et donc que la TVA se calcule à la fin de chaque mois. D'accord? Donc c'est à la fin du mois de janvier que je calcule la TVA à décaisser au titre du mois de janvier et je la paierai le 24 du mois suivant. Donc le délai moyen à la fin du mois de janvier à nouveau ça fait 15, plus 24 ça fait 39. Est-ce que c'est d'accord? Le délai des acomptes sur salaire s'ils sont versés avant le 15. J'en parlerai tout à l'heure avec le délai des ressources pour ne pas faire double emploi. On est d'accord?